Le grand succès de la COP21, c'est sans doute d'avoir fait sortir la question climatique de la boîte environnementale dans laquelle elle restait enfermée et de l'avoir enfin considérée comme un véritable problème politique. Et c'est un problème politique qui trouve sa racine dans les inégalités, à la fois dans les inégalités des émissions, entre classes sociales et entre pays en développement et pays industrialisés, bien entendu, mais aussi une inégalité profonde dans les impacts, puisque les pays, les populations qui seront les premiers et les plus durement touchés, sont aussi souvent les moins responsables du problème. Et donc on voit qu'il y a derrière ces enjeux, des enjeux qui ne sont pas juste des questions environnementales. Et trop souvent on considère que le climat, c'est une question d'environnement qui peut se résoudre par des solutions techniques, par des traités environnementaux, et qu'on peut globalement déléguer complètement au ministère de l'Environnement qui va trouver des solutions techniques et technologiques. Je pense que l'accord de Paris remet et repose fondamentalement la question politique et la question de nos choix collectifs. Et c'est, je pense, la manière dont on parle du climat encore, on en parle encore trop souvent comme un problème d'environnement. C'est-à-dire qu'on parle aux gens comme à des consommateurs, en insistant sur ce qu'ils peuvent faire dans leur vie de tous les jours pour réduire leur empreinte carbone, pas suffisamment comme des citoyens. Or, l'essentiel des émissions mondiales de gaz à effet de serre, elles ne dépendent pas de nos choix individuels, mais de nos choix collectifs. À peu près 85% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, nous pesons dessus par nos choix collectifs. Et donc c'est très important d'en faire une question politique, et je pense qu'il faut lire l'accord de Paris comme une sorte de repère politique, une sorte, en quelque sorte, d'aggiornamento de la Déclaration universelle des droits de l'homme, quelque chose qui donne un sens à l'histoire et qui nous dit quand nous sommes du bon côté et quand nous sommes du mauvais côté de l'histoire. Et beaucoup de gouvernements, dont le gouvernement chinois, ont parfaitement compris cet enjeu politique. Et c'est là où je vais faire le lien avec la qualité de l'air. Vous avez justement rappelé que les deux problèmes ont une source commune, les émissions et la combustion des énergies fossiles. Mais politiquement, ils sont aussi liés, puisque ce qui permet l'accord de Paris, c'est notamment le réengagement de la Chine sur cette question. Et le réengagement de la Chine, les efforts que fait la Chine, sont dus à la fois à des pressions externes et à des pressions internes. Pression externe parce que la Chine a aujourd'hui l'ambition de se réimposer comme une puissance responsable dans le monde et comprend que ça passera aussi par une diplomatie environnementale et que le pays qui sera leader sur la question du climat sera demain leader aussi sur les questions économiques. Et les dirigeants chinois ont très bien compris ça. Et puis il y a aussi une pression interne qui est très très forte, parce que là où la qualité de l'air s'est sans doute le plus détériorée, c'est évidemment dans les grandes métropoles chinoises. Et alors même où on se réunissait pour la COP21, les taux de pollution à Pékin ou à Shanghai atteignaient des niveaux records. Et cette question en Chine est devenue un motif de contestation sociale et de mobilisation politique tout à fait important. Et le pouvoir chinois craint que cette mobilisation sociale ne devienne à terme une sorte de nouveau Tiananmen. Et donc a fait de cette question environnementale et de la réduction de la combustion des énergies fossiles une priorité politique absolue, parce qu'il sent monter la contestation en raison de la qualité de l'air. Et donc c'est comme ça qu'une mobilisation sur la qualité de l'air aide aussi la question du climat, et comme les deux questions sont parfaitement complémentaires l'une de l'autre. Il est certain que la prédiction est toujours délicate, surtout quand elle concerne le futur, comme disait Niels Bohr. Il est certain qu'aujourd'hui, les dégradations de l'environnement provoquent des déplacements de population tout à fait importants. Aujourd'hui, les dégradations de l'environnement sont devenues un facteur majeur de migration et de déplacement à travers le monde. Si on prend en compte uniquement les déplacements liés aux catastrophes naturelles, par exemple, on a chaque année en moyenne 26 millions de personnes qui sont déplacées. C'est-à-dire, pour donner un ordre d'idée, c'est une personne à chaque seconde où nous parlons. C'est 3 fois plus de personnes par an déplacées par des catastrophes naturelles que déplacées par des guerres et des violences. Et pourtant, on a aussi atteint un niveau record pour les guerres et les persécutions. Et donc, ce n'est pas du tout une menace lointaine ou distante qu'on pourrait éviter grâce à des solutions radicales contre le changement climatique. C'est une réalité présente aujourd'hui. C'est un phénomène qui, évidemment, va s'accentuer sous l'effet du changement climatique, parce que le changement climatique va rendre les catastrophes naturelles plus fréquentes et plus intenses, et va aussi provoquer toute une série d'impacts beaucoup plus graduels. La hausse du niveau des mers, la raréfaction de l'eau potable, les problèmes de désertification notamment. On n'a pas de chiffres pour tous ceux qui sont déplacés par ces impacts plus graduels. Mais en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nombre de personnes qui seront déplacées et les conditions dans lesquelles elles sont déplacées vont largement dépendre
des solutions politiques qu'on va imaginer aujourd'hui. Et c'est ça qui rend la prédiction difficile. C'est que souvent, on va s'imaginer qu'on va pouvoir calculer en fonction des impacts du changement climatique combien de personnes seront déplacées dans le futur. Pas du tout. Ce qui va déterminer cela, c'est les décisions politiques qu'on va prendre sur cette question aujourd'hui. Et malheureusement, en matière de migration, on est incapable de prendre des décisions proactives, pragmatiques et rationnelles. On est toujours dans une situation réactive où il s'agit de gérer l'urgence et de gérer la crise. Et le meilleur exemple, c'est évidemment la crise des réfugiés syriens qu'on a aujourd'hui en Europe, où il s'agit de relocaliser à l'intérieur du continent européen, disons, 1 million de personnes, et où les 28 États membres sont incapables de s'entendre sur une solution digne à la hauteur du problème. Alors imaginez ce que ça peut donner lorsqu'il s'agira de discuter de la relocalisation de millions de personnes, puisque certaines terres, certains endroits vont devenir tout simplement inhabitables, et donc il faudra se poser la question, aussi rationnellement et pragmatiquement possible, de la redistribution de la population à l'échelle mondiale. On n'y est pas encore prêt du tout. Mais alors pas du tout. L'inculture scientifique crasse des politiques, leur absence de courage, et souvent parfois leur bêtise. Et donc malheureusement, il y a un vrai problème concernant le niveau intellectuel de la classe politique, en tout cas concernant le niveau de connaissances scientifiques et de culture scientifique de la classe politique, qui tient largement au fait que l'éducation de cette culture scientifique aujourd'hui dans les programmes scolaires reste totalement déficiente. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme cours à l'ENA sur ces questions par exemple, simplement parce qu'on a considéré que c'était une question technique environnementale et que ce n'était pas une question politique, et que donc les élites politiques ne devaient pas être formées à ces questions. C'est une erreur absolument tragique, et d'autres pays comme l'Allemagne ou comme l'Angleterre sont beaucoup plus formés sur ces questions, notamment parce qu'il y a un conseiller scientifique officiel du gouvernement. Je passe là-dessus. Maintenant, je pense qu'au niveau politique, il faut comprendre qu'il y a une double tension entre les questions de court terme et de long terme et les questions locales et globales. Et c'est là où les questions de climat et de pollution de l'air se posent relativement différemment. Je prends d'abord la question de l'échelle de temps. Le problème du climat, c'est que le système climatique va mettre environ 50 ans, 2 générations, à réagir par rapport aux émissions de gaz à effet de serre que nous envoyons dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que les gens ne vont pas voir directement les conséquences de leur action. Contrairement à la pollution de l'air, où là, l'effet va être beaucoup plus immédiat, et où donc, quand on va prendre une mesure de réduction de la pollution de l'air, par exemple la circulation internée, les gens vont voir tout de suite l'effet de cette mesure. Si les Parisiens acceptent de n'emprunter leur voiture qu'un jour sur 2, quand la maire de Paris, Anne Hidalgo, décide de la circulation internée, c'est aussi parce qu'ils voient que cette mesure a un effet immédiat. Et le problème du changement climatique, c'est qu'on ne voit pas l'effet immédiat de nos efforts, on les verra dans 50 ans. Ça, c'est le premier problème de court terme et de long terme. L'autre problème, c'est la question du local et du global. La qualité de l'air à Pékin n'a pas d'influence sur la qualité de l'air à Athènes ou à Paris. Et donc, il y a des solutions locales qui peuvent être prises. Ça serait utile, évidemment, qu'il y ait des normes internationales et un traité, mais chaque municipalité, chaque pays peut agir à son niveau. Sur le changement climatique, chaque pays doit évidemment agir à son niveau, mais on se rend bien compte que si les autres n'agissent pas, ça ne sert à rien, que nous réduisions nos émissions de gaz à effet de serre si les Chinois continuent à augmenter les leurs. Et donc pendant très longtemps sur la question du climat, il n'y a pas eu cet accord cadre qu'on vient d'avoir à Paris, et qui finalement fournissait un peu une excuse à chacun pour ne rien faire. Mais ce qui a permis cet accord cadre, et c'est là où c'est très important, c'est qu'on est parti du bas vers le haut. À Copenhague, quand on avait lamentablement échoué à faire cet accord il y a 6 ans, on avait essayé de faire un accord international qui allait s'imposer à tout le monde, et à partir duquel tout le monde allait décider ses politiques et ses actions. Et les pays émergents, l'Inde et la Chine en particulier, avaient dit, pas question l'ONU, il est hors de question qu'on décide nos politiques nationales en fonction d'un accord international. Et donc à Paris, on a renversé la logique, et on a demandé aux États, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire? Et à partir de là, comment est-ce qu'on va pouvoir construire un accord? Et ce qui a permis cet accord, c'était de voir que chaque jour, une nouvelle initiative était annoncée, que des collectivités annonçaient ce qu'elles allaient faire, que les maires du monde se réunissaient, que tel ou tel milliardaire annonçait une nouvelle initiative. Et donc, ce qui a permis cet accord, c'est de voir que la société civile était prête à accepter un tel accord, et que s'il n'y avait pas cet accord, il y allait y avoir un décalage, un fossé béant entre les évolutions de la société
et que la politique allait être complètement à la traîne, à la remorque de la société. Beaucoup de choses, effectivement, passent par l'enseignement. Et voilà, moi j'enseigne à Sciences Po, et Sciences Po a su se réformer et changer beaucoup de ses programmes par rapport à l'école d'arrière-garde qu'elle était encore il y a encore 10 ou 15 ans. Voilà, si vous faites Sciences Po aujourd'hui, il y a maintenant des cours de chimie et de physique obligatoires dès les premières années pour donner cette culture scientifique. Parce que ces questions sont des questions politiques qui ne peuvent plus être déléguées à des techniciens. Malheureusement, le vrai problème en France, c'est que toute la classe politique sort encore de l'ENA, qui est une sorte d'école du siècle dernier, il faut bien le dire, et qui a un vrai problème à la fois sur la diversité du personnel politique et sur sa formation. Et donc il y a aujourd'hui urgence à ce que ces questions fassent partie des cursus scolaires, et je sais que c'est déjà le cas aujourd'hui. Le problème, c'est les gens qui ont 60 ans et plus, qui n'ont pas eu cette formation, et malheureusement qui sont aujourd'hui aux commandes en politique et dans les entreprises. Ce qui est dramatique, c'est de penser que les climato-sceptiques, par exemple, c'est moins de 3% de la population chez les moins de 20 ans, c'est 52% de la population chez les plus de 60 ans. Le drame de la France, c'est que la France est gouvernée par les gens qui ont plus de 60 ans plutôt que d'être gouvernée par les gens qui ont moins de 20 ans.